Bonjour Nicolas Richoux, nous sommes très heureux de t'accueillir sur le plateau de NUMA. Alors, je te remercie déjà d'avoir eu l'amitié d'accepter mon invitation à évoquer les enjeux liés au renforcement de la défense européenne et de ses capacités industrielles dans un contexte géopolitique qu'on va qualifier d'animé et plus particulièrement pour parler de la France et de l'Allemagne. Alors, j'ai le plaisir de préciser, entre parenthèses, que nous sommes tous les deux issus de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion générale de Mont-Sabert. Chicassir. Chicassir. NUMA est un cabinet indépendant qui accompagne des entreprises, alors essentiellement européennes, dans leur recrutement stratégique et la fidélisation de leurs talents. Nous nous considérons experts de la gestion de la complexité culturelle et linguistique dans des environnements industriels et technologiques. Alors, nous travaillons habituellement en français, en anglais et au quotidien, on va dire, dans une dizaine de langues, dont l'allemand, qui est une de nos langues majeures, et nous couvrons une trentaine de pays. Alors, à titre personnel, je suis donc Nicolas Rogier, ancien officier de l'armée de terre. J'ai par la suite occupé des fonctions managériales dans des entreprises diverses et variées avant de rejoindre le secteur du recrutement et du développement humain. Je suis impliqué également à la fois dans le développement de l'industrie et surtout de l'esprit de défense, qui m'intéresse énormément. Alors, mon camarade et partenaire chez NUMA, ici présent, Grégoire de Persinge, est citoyen suisse. Il a une double culture franco-allemande. Alors, je ne sais pas si on peut dire franco-allemande ou vaudoise et Schweizerdeutsch. Je ne sais pas quelle est la sensibilité. Il a une profonde connaissance de la complexité liée au monde germanique et germanophone et est également expert dans la résolution de missions de recrutement ou d'accompagnement d'entreprises industrielles européennes. Merci. Voilà. Alors, Nicolas, ce que je te propose, c'est peut-être de rappeler quel est ton cursus, quelle est ta trajectoire et quelle est la particularité qui fait qu'ici tu es présent sur le plateau NUMA. Oui, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je suis le général Nicolas Richoux. Je suis donc consultant défense sur LCI, mais ça n'est pas à ce titre que je suis invité aujourd'hui. Lorsque j'étais officier général, suivi les cours de la Führungsakademie de la Bundeswehr à Berlin et surtout été attaché de défense à Berlin pendant 3 années. Ce qui fait que j'ai vécu en totalité dans ma vie militaire 13 ans en Allemagne, ce qui me donne une bonne connaissance quand même du monde franco-allemand et j'ai pu voir d'assez près effectivement comment fonctionnait ou ne fonctionnait pas la relation bilatérale. Bon, tu es également historien. Historien, oui, c'est plus anecdotique par rapport à ce qui nous amène ici. Je suis historien avec un doctorat d'histoire antique et effectivement, et si on veut s'intéresser à ma carrière militaire, eh bien, j'ai commandé la 7e brigade blindée, j'ai une expérience opérationnelle qui m'a amené en Afrique, dans les Balkans, en Afghanistan, etc. Voilà, donc une bonne expérience opérationnelle, mais surtout dans le domaine politico-militaire, des années également à l'état-major des armées. Et puis ce poste final à Berlin pendant 3 ans qui m'a permis de voir de près le fonctionnement des affaires de l'État. Alors, Nicolas, on parle beaucoup des enjeux du renforcement de la défense européenne. Alors, le contexte géopolitique, surtout depuis 3 ans, exige la montée en puissance des capacités industrielles orientées sur le réarmement de notre continent européen. Notre rôle, nous, en tant que NUMA, en tant que, on va dire, expert RH, nous amène à accompagner nos clients, donc des entreprises, sur cette voie-là. Et ton retour d'expérience m'est apparu extrêmement intéressant, plus précisément sur les spécificités franco-allemandes. Alors, tu connais, comme tu viens de l'évoquer, bien, voire très bien, la réalité allemande pour l'avoir pratiquée à plusieurs reprises dans tes fonctions au sein de l'institution militaire et pour avoir également côtoyé, observé et interagi avec de nombreux interlocuteurs allemands, militaires, institutionnels et industriels. Alors, tu qualifies parfois ces relations dont tu as été témoin d'adversité systémique. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton point de vue et la raison pour laquelle tu as essayé de modéliser cette expérience sous ce vocable? Eh bien, je dirais que les relations franco-allemandes sont assez tumultueuses. Parce qu'en fait, effectivement, on a
deux partenaires, mais qui en fait sont deux rivaux, au moins sur le plan industriel, en matière de base industrielle de technologie de défense, avec deux industries de défense qui sont quand même relativement importantes, et qui ont une volonté, je dirais, politique assez sincère de coopérer. Mais le diable se cachant dans les détails, effectivement, il y a une adversité systémique lorsque l'on descend au niveau des industriels qui, bien entendu, cherchent chacun de son côté, très naturellement, à récupérer le maximum du gâteau. Alors, pourtant, la partie n'est pas tout à fait équilibrée entre les deux. La France est le deuxième exportateur mondial d'armement aujourd'hui. L'Allemagne n'est que le quatrième. Mais nous avons des segments dans lesquels nous nous croisons. Alors, bien sûr, on a du nucléaire, on a des choses que les Allemands n'ont pas. Mais par exemple, dans le domaine des chars, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la marine, sous-marins, frégates, etc., effectivement, nous avons des domaines dans lesquels il y a une adversité systémique, c'est-à-dire que chacun essaye d'imposer à l'autre sa vision des choses, et puis bien entendu, de lui tailler des croupières en débit des bonnes relations bilatérales et diplomatiques que nous avons, de tailler des croupières sur le plan industriel. On l'a vu un certain nombre de fois, notamment avec les sous-marins, et puis on le voit encore aujourd'hui, peut-être en reparlera-t-on, avec l'avion du futur, FCAS, et le char du futur, MGCS, Main Ground Combat System. Voilà. Donc c'est un monde assez difficile à appréhender, et c'est un monde dans lequel, eh bien, je le dirais, la volonté politique se heurte réellement à la réalité industrielle, et c'est en fait ce hiatus qu'il faut essayer, eh bien, de résoudre au quotidien dans nos relations avec les Allemands, avec une profonde en plus méconnaissance l'un de l'autre de la manière dont on fonctionne, de la manière dont on pense, de la manière dont on réagit. Et donc tout ça, effectivement, ça provoque des incompréhensions, des montées de pression, souvent sur le plan politique, mais on est condamné à nous entendre parce que le couple franco-allemand, lorsqu'il ne fonctionne pas, absolument rien ne fonctionne en Europe. Très bien. Alors, Grégoire, justement, ça peut-être, ça nous donne l'occasion de faire une liaison avec toi, ta vision en tant que Suisse, peut-être. Alors, moi, en tant que Suisse romand, mais vraiment biculturel, allemand-français, et je dirais au départ plus allemand d'Allemagne que allemand-suisse, même si je me suis adapté, je me suis un peu spécialisé dans le soutien d'entreprises qui ont besoin de créer des ponts entre différentes cultures linguistiques, et notamment entre la France et l'Allemagne, où je dirais que c'est vraiment l'exemple le plus parfait des problèmes qui peuvent exister de compréhension entre deux pays au niveau industriel, commercial. Quand on parle, là Nicolas, vous avez évoqué les grands projets militaires, chars du futur, etc. Évidemment, l'industrie de défense et de sécurité, c'est beaucoup plus vaste, puisqu'il y a énormément d'entreprises industrielles qui ont une petite partie de leur activité qui touche au domaine de la défense, et le reste pas, qui ne sont pas des spécialistes en plus. Et donc, nous, on essaie d'accompagner ces gens pour qu'ils montent en puissance, qu'ils soient prêts à soutenir ce réarmement et puis à profiter de tous ces investissements qui vont venir. Maintenant, en tant qu'accompagnateur des entreprises, je constate souvent justement des incompréhensions. On va dire que ça commence avec la langue, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire même quand les deux parlent l'anglais ou quand on baragouine la langue de l'autre, en fait, on ne se comprend pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas le même background légal derrière, on n'a pas les mêmes valeurs, on a des clichés avec les Allemands qui pensent peut-être qu'économiquement, c'est un peu moins sérieux en France, les Français qui pensent que peut-être en Allemagne, c'est un peu moins sérieux au niveau stratégique, politique. Et puis des espèces d'écarts comme ça idéologiques qui font que malgré cette bonne volonté, cette volonté de collaborer, en fait, on ne se trouve pas. Puis nous, on est confrontés sans arrêt à ça, avec des incompréhensions dans les deux sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose de général ou voilà, vous voyez ça donc à tous les niveaux ou on parle seulement des grands projets que vous avez évoqués avant? Moi, je crois que c'est absolument général. Nous sommes deux pays absolument complémentaires, mais très, très différents dans nos schémas mentaux, véritablement. L'Allemagne est un pays, on le voit bien, très organisé, structuré. Les Français sont plus réactifs, mais sont réputés plus imprévisibles.
Les Français sont régaliens, alors que de l'autre côté, on a un système parlementaire. On ne réagit pas du tout de la même manière, et même si, vous l'avez bien dit, si on parle la même langue, on ne va pas forcément y voir les mêmes choses derrière. En Allemagne, la parole donnée est vraisemblablement plus importante qu'en France, ou culturellement. En France, beaucoup de choses restent une base de négociation. Et donc, lorsque l'on a dit quelque chose, on commence à discuter. Et moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les Allemands nous prenaient pour des gens un peu retors, très très curieusement, des gens un peu retors, c'est-à-dire ils ont un peu la vision de nous que nous, on a des Britanniques, c'est-à-dire des gens intelligents qui cherchent toujours à leur tordre le bras et qui sont retors et ma foi, cherchent à tirer le maximum de marron du feu, in fine, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est souvent les incompréhensions sont dues à des différences institutionnelles, à la différence du système de processus de décision politique en France, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vertical que ce qui se passe en Allemagne où on discute longtemps. Et ça nous amène finalement, au total, à accuser l'autre de choses qui n'ont pas lieu d'être. Les Allemands passent pour des gens qui ont du mal à décider, qui remettent toujours la décision à demain ou remettent en cause les décisions qu'on a faites. Les Français, passent pour des gens qui décident le matin pour mettre les Allemands en porte-à-faux immédiatement, alors que c'est souvent le processus décisionnel, le français, présidentiel d'ailleurs, qui amène un certain nombre de choses. Moi, j'ai très très souvent été frappé que l'aigreur de nos partenaires allemands, quand le président de la République prend la parole un beau matin pour dire quelque chose sur le plan de la relation bilatérale européenne, sans les avoir concertés. Ça les déstabilise profondément. Parce que en Allemagne, bien entendu, la discussion, le consensus, système parlementaire, fait qu'on ne réagit pas du tout comme ça. Et nous, on a gardé un système profondément régalien, monarchique, en fait, qui est absolument aujourd'hui incompréhensible en Allemagne. C'était le cas au début du siècle, du XXe siècle, forcément. Mais aujourd'hui, qui est absolument incompréhensible en Allemagne. Et ça amène beaucoup de schémas dans lesquels, effectivement, et des engueulades assez sévères. Effectivement. Nicolas, alors on en a déjà parlé dans le début de notre entretien, quelles sont d'après toi les différences fondamentales entre, si on essaie de modéliser un peu, entre les industries de défense françaises et allemandes et les raisons stratégiques qui nuisent à un élan commun et européen? Est-ce qu'on est finalement en proie à des incompatibilités d'intérêts stratégiques qui font que chacun perçoit l'autre comme son concurrent direct et immédiat? Tu as déjà répondu un peu à cette question, mais essayons peut-être d'approfondir, peut-être au travers, je ne sais pas, d'un exemple qui pourrait être révélateur. Oui, je pense effectivement que lorsque l'on parle industriel, au-delà de la volonté de coopérer, les égoïsmes nationaux reprennent toujours le dessus. Mais ce n'est pas une spécificité franco-allemande, c'est une spécificité du monde industriel. C'est-à-dire que lorsque les politiques, de manière très sincère, bien souvent, moi je l'ai constaté en Allemagne, disent il faut coopérer, chars, avions du futur, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, eh bien, dès qu'on descend en dessous, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une incompréhension complète de la manière dont ça fonctionne. L'industrie française, elle est beaucoup plus adossée aux régaliens, c'est-à-dire que lorsque M. Trappier veut vendre ses Rafales, il s'adosse au ministère des Armées, au président de la République, il accompagne dans des délégations, puis il va vendre ses Rafales en Inde, etc., avec l'aide du système institutionnel français et de l'armée de l'air française. Lorsque les Allemands veulent vendre des chars, parce que bon, ils fabriquent plus d'avions en soi, bien entendu, mais par exemple, ils veulent fabriquer leurs chars, c'est l'industriel qui se débrouille beaucoup plus. Il est beaucoup plus libéral, il fait son lobbying, il s'adresse aux parlementaires, et donc il ne demande pas l'avis aux politiques. Et donc, quand le politique allemand dit on va faire comme ça, l'industriel, il dit mais non, on ne va pas faire comme ça. Moi, je veux que l'on fasse comme ça. On a eu l'exemple typique avec le MGCS, quand
KNDS, c'est-à-dire la joint venture. Vous vous rappelez le MGCS, ce que c'est? C'est le Main Ground Combat System, c'est le char du futur. Hein. C'est le char du futur remplaçant du Leclerc, du Leopard 2 qu'on a décidé de construire ensemble. Bon, et normalement, il devait faire l'objet d'une joint venture entre Nexter et puis Krauss-Maffei Werks, c'est-à-dire KMW, c'est-à-dire les deux constructeurs de chars franco-allemands. KMW étant le constructeur du Léopard 2. Eh bien, lorsqu'il a fallu faire ça, eh bien, Rheinmetall s'est mis au milieu et a dit, moi aussi, je veux ma part du gâteau. C'est un sous-traitant, Rheinmetall. Il n'a jamais été prévu dans ce deal. Pourtant, et en dépit des déclarations politiques, Rheinmetall a démarché le Bundestag. Rheinmetall a fait une campagne dans la presse, y compris une campagne de dénigrement. Rheinmetall a joué ses cartes et Rheinmetall est devenu le troisième personnel de facto, alors qu'au départ, ce n'était pas quelque chose qui était véritablement prévu. Et là, on a véritablement une incompréhension. L'industriel, lui, joue sa carte. Le politique en Allemagne n'a pas grand-chose à dire sur cette affaire-là. En revanche, le français, le politique français, l'industriel français, lui, est outré, car ça passe outre le deal et qui a été prévu au départ, mais parce que en amont, Trappier ou bien KNDS, Nexter, c'est bien coordonné avec le monde institutionnel et que de l'autre côté, eh bien, chacun joue sa partition en industriels libéraux qui peuvent effectivement eh bien, chercher des parts de marché sans l'approbation du gouvernement et même parfois en opposition avec le gouvernement en place. Très intéressant. Si on revient sur ce qu'on peut faire pour disons, résoudre ces problèmes, pour réellement collaborer, si je reprends l'exemple de la Suisse romande et de la Suisse alémanique, on peut dire que ce problème franco-allemand n'existe pas chez nous. Pourquoi il n'existe pas? Je pense qu'il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'on a une affinité en Suisse romande avec la manière allemande de penser sur le business, le rôle de l'État, voilà, on est tout à fait alignés. Par contre, culturellement, on a une très forte affinité avec la France, carrément, c'est notre protecteur, on peut dire. Il protège notre existence de minorité. Donc ça aide déjà qu'on a un peu des deux. Ensuite, lorsque j'étais adolescent, il y avait beaucoup d'incompréhension parce qu'il y avait peu de mélange. Aujourd'hui, c'est un tellement petit pays, on est mélangé complètement. Et donc, ces préjugés qui existaient encore il y a quelques dizaines d'années, ils ont pratiquement complètement disparu. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a une société qui s'entend de mieux en mieux, peut-être au contraire de ce qui passerait, par exemple, en Belgique, avec vraiment de partir. Alors maintenant, on n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait un grand nombre de Français en Allemagne, un grand nombre d'Allemands en France, puis que ça se mette ensemble comme ça. Culturellement, évidemment, il n'y a pas cette hégémonie qui fait que naturellement, on se rapproche de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez quelles recommandations est-ce que vous pouvez faire à des entrepreneurs, à des managers qui sont actifs soit dans le secteur de la défense, soit dans les secteurs proches, connexes, qui ont des applications duales, pour pouvoir monter dans le train, contribuer à l'effort de réarmement et puis avoir du succès en tant qu'entrepreneur dans cette situation? En tant qu'entrepreneur, moi, ce que je recommanderais, c'est déjà mieux connaître l'autre. Alors, je ne pense pas que la langue soit véritablement centrale. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'anglais, il y a quand même une langue véhiculaire qui permet de se parler, bien que quand on parle allemand, j'ai remarqué, la confiance vient tout de suite beaucoup plus facilement. Tiens, il parle, il nous comprend, ça veut dire qu'il l'a étudié, ça veut dire que quand on a vécu dans le pays, tout ça, il y a un système de confiance qui se met en place. Donc ça c'est important. Mais je crois surtout, c'est véritablement la méconnaissance de l'autre aujourd'hui qui est le véritable problème. La méconnaissance, par exemple, lorsqu'on fait faire du business chez l'un ou chez l'autre, d'ailleurs c'est valable des deux côtés, la méconnaissance des règles locales, la méconnaissance des conditions financières, les taxes qui sont importantes en France, un monde sans doute plus libéral
en Allemagne, méconnaissance de la culture d'entreprise, etc. Vraisemblablement l'absence de réseau. Moi, ça, c'est ce que vous essayez de résoudre, effectivement, parce qu'on ne parle pas de tout à fait. La méconnaissance du fonctionnement de l'État, ça, j'en ai parlé, mais ça me semble absolument central. Comment fonctionne l'État et pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi la France est-elle un État monarchique électif, j'allais dire, tandis que l'Allemagne est une démocratie parlementaire, parfois paralysante en même temps, qui ne peut pas aller vite dans son processus décisionnel, parfois paralysante, mais certainement plus démocratique que la nôtre, mais parfois paralysante. Voilà. Et donc tout ça, c'est important. Et puis il y a le style managérial des deux côtés. Je veux dire, moi, ce que j'ai vécu, mais là, je peux parler vraiment, je n'ai pas été dans le monde de l'entreprise de l'autre côté, mais le style managérial, par exemple, dans l'armée allemande est totalement différente de ce que l'on vit dans l'armée française. Nous avons une armée qui ressemble un peu à l'armée britannique dans son style de fonctionnement, mais on essaye toujours dans l'armée allemande d'avoir un fonctionnement démocratique, en faisant très attention que tout soit bordé, que ça ne dépasse pas, que rien ne dépasse, pour bien respecter les règles démocratiques qui ont été établies depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans un monde un peu plus brutal, où de la même manière qu'on a une culture monarchique institutionnelle, dans le monde de l'entreprise, le chef reste le chef également. Il y a aussi ça qui fait qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Donc, effectivement, la première chose à faire, à mon sens, c'est de comprendre le psyché de l'autre, comment fonctionne l'autre, qui n'est pas un adversaire, qui peut être un partenaire. Je crois, moi, dans ce que j'ai vu, c'est que nous sommes très, très complémentaires. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes inventifs, les Français, plus réactifs, sans doute plus imprévisibles. On a une idée à la minute, etc. Les Allemands sont, eux, à mon sens, plus organisés. C'est pour ça qu'ils ont un grand monde industriel, peut-être moins capable de révolutionner les choses. Moi, j'avais un ami qui me disait, ça m'avait fait réfléchir, très intéressant. Il me disait, vous savez, tu sais, moi, sans les Français, nous ne serions jamais allés dans l'espace avec Ariane. Je lui dis, mais comment tu dis ça? C'est les Allemands qui ont inventé les V2. Il me dit, oui, la capacité technologique à le faire, on est capable de le faire. Mais être culotté pour dépenser des milliards, pour aller dans l'espace, pour concurrencer les Américains, etc., il fallait des fous comme les Français pour nous l'imposer. Et ça, c'est des choses que les Allemands ne comprennent pas. Et nous, le côté raisonnable des Allemands, on a du mal à le supporter de temps en temps également, parce que c'est ça également. C'est ça. Nous, on a une espèce de vision messianique du monde, on va de l'avant. On est empêtré dans nos réglementations intérieures parce qu'on reste un pays quand même extrêmement réglementé. Et de l'autre côté, les Allemands sont plus raisonnables, ils avancent pas à pas, ils sont pragmatiques, ils ne prennent pas des risques inconsidérés, etc., etc. Et donc ça, c'est véritablement un hiatus systémique qui ne peut se résoudre qu'en approfondissant la connaissance du partenaire. Mais donc ça veut dire, plutôt que d'engager quelqu'un qui va aller dans l'autre pays et revenir toujours à sa base, ou quelqu'un qui est constamment basé de l'autre côté, chercher des gens qui sont de double culture ou qui ont une approche, ensuite peut-être aller au-delà d'un deal contractuel, mais dire qu'est-ce qu'on va faire pour renforcer, est-ce qu'on va échanger des équipes, est-ce qu'on va avoir des gens qui travaillent de l'autre côté, est-ce qu'on va avoir ce genre de mesures, c'est ça que j'entends. Je pense que si vous voulez par exemple que des Français travaillent dans une entreprise allemande, le mieux, c'est de les trouver sur place. Il y a des Français qui ont grandi sur place, il y a des Français qui sont binationaux, et il y a des Français qui comprennent très bien. Moi, j'ai des cousins berlinois. Hein. J'ai une cousine germaine qui s'est mariée avec un Allemand qui vit à Berlin, et véritablement, ils sont binationaux, mais ils sont quand même allemands de culture allemande. Hein. On est bien d'accord. Et donc, à mon avis, c'est plus facile que d'aller débaucher un Parisien qui va débarquer à Francfort ou à Hambourg et qui va se faire tailler des croupières. Je pense que sans culture, ça me paraît difficile. Moi, je crois que je l'avais rappelé à Nicolas. Moi, j'avais un père qui travaillait chez Amora. Il était Dijonnais. Vous voyez, donc, bon. Mon père répète pour les Suisses. C'est l'Amora, c'est la moutarde. Oui, je pense que nous savons cela en Suisse. C'est l'ancien royaume de Bourgogne, donc ils doivent comprendre. On a des affinités communes il y a très très longtemps. Voilà. Tout à fait, oui. La Suisse. Alors, et donc, il travaillait chez Amora, il me disait, alors c'était bien plus avant, dans les années 70, il me disait, lorsqu'on travaillait en Allemagne, il était impossible d'embaucher quelqu'un qui n'était pas alsacien, car il fallait parler la langue, il fallait comprendre les Alsaciens, il fallait, etc., etc.
Et donc, ça, je pense que sans aller jusque-là aujourd'hui, on a un monde qui a un peu changé. Je crois quand même qu'il faut recruter des gens qui ont une culture allemande ou une culture française. Il y a quand même, à mon avis, des centaines de milliers de personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont adossées sur les deux cultures, comme vous l'êtes, monsieur, me semble-t-il. Est-ce que vous ne pensez pas que la langue, c'est quand même un vecteur essentiel, dans le sens où, enfin, je remarque quand je parle en allemand, je pense différemment. Oui, bien sûr, je suis d'accord. La langue apporte, la langue, elle véhicule avec elle les représentations collectives du peuple. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on parle allemand, l'idéal, c'est de parler allemand. Lorsque l'on parle la langue, on brise la glace, on est capable de comprendre l'autre. La langue, elle s'est construite sur un certain nombre de choses qui fait qu'effectivement, on ne pense pas de la même manière et on comprend mieux l'autre lorsque l'on parle allemand. Ça, c'est certain. Le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, on parle allemand dans l'Est de la France. Encore, vraisemblablement aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Nancy. Donc, à Nancy, on faisait allemand-anglais ou anglais-allemand. On n'avait pas le choix, c'était comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais parler allemand. Mais si j'avais grandi à Perpignan, j'aurais parlé espagnol. Je n'aurais jamais fait l'allemand. Aujourd'hui, on parle de moins en moins l'allemand, comme les Allemands parlent de moins en moins français. Ça, c'est un véritable problème. Et les relances culturelles entre nos deux nations n'y ont pas changé grand-chose finalement. Et ça, c'est peut-être parce que la langue anglaise a tout broyé et s'est imposée comme une langue véhiculaire. Mais l'anglais commercial, je dirais un peu volapuc, comme aurait dit le général de Gaulle, eh bien, ne véhicule rien, si ce n'est permet des échanges un petit peu assez plus sophistiqués. Mais je suis assez d'accord que l'idéal, celui qui parle allemand, lui, brise un plafond de verre immédiatement, de la même manière qu'un Français, un Allemand qui parle français, brise un plafond de verre immédiatement. Alors, on arrive un peu au bout de cet entretien. Simplement, je voudrais juste rebondir sur ce dernier échange concernant la pratique et l'intérêt pour l'autre et pour les langues. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, alors sans tomber dans les clichés, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de paresse dans, c'est le cas en France, pour l'apprentissage des langues, on le voit beaucoup moins. Alors, tu parles de la Suisse, Grégoire, mais on peut prendre les Pays-Bas, on peut prendre le Portugal, on peut prendre des petits pays, ou les Scandinaves ou les Baltes, qui pratiquent, qui sont déjà anglophones pratiquement à la naissance, et donc ils manient avec dextérité plusieurs langues, ce qui n'est pas du tout notre cas, et je pense que chez les Allemands, c'est peut-être un peu mieux. Ma sensation, est-ce que les Allemands sont plus intéressés par le français que les Français par l'allemand? Non, absolument pas. Les Allemands parlent très très bien l'anglais, c'est véritablement la première langue qu'ils apprennent. Et moi, je l'avais remarqué quand j'étais arrivé à l'école de guerre allemande, la Führungsakademie à Hambourg. Je veux dire, ils sont presque bilingues. Ils ont des stages de langue, etc. Donc, ils apprennent véritablement l'anglais. Ils apprennent très peu le français. Le français, ça reste une langue sophistiquée, un peu exotique. C'est la langue de la culture. Quand on est bien élevé dans la société allemande, on parle français. Mais quand on fait du business, on parle pas français. Voilà. Les Allemands, il faut bien penser que c'est une langue aussi qui est parlée vers l'Est, beaucoup plus. Les Polonais parlent allemand, je veux dire, dans les pays de l'Est orientaux, on parle allemand, mais à l'Ouest, peut-être que c'est dû aux mauvais souvenirs qu'ils ont laissés chez nous, on parle finalement assez peu allemand, et ça, effectivement, ça participe à l'incompréhension, vraisemblablement, entre nos deux pays, mais je crois que c'est pas forcément le cœur du problème. Ce qui est clair, c'est que je l'ai vécu plein de fois dans ma vie, parler la langue, ça brise la glace. C'est clair. Très bien. Écoute, Nicolas, merci pour ces retours d'expérience extrêmement riches et qui viennent alimenter en fait un peu le débat sur la construction européenne d'une industrie de défense un peu commune, puis également la mise en ordre de bataille de toutes ces entreprises que nous connaissons bien, c'est-à-dire les PME, les entreprises de taille intermédiaire des deux côtés du Rhin, qui se battent justement pour pouvoir poser leur pierre dans cette construction. Et encore une fois, merci pour tes interventions. Merci et à très d'avoir. bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.